Bonjour à tous et merci d'être venus à cette session. Merci en particulier parce que je vais parler de quelque chose qui probablement est absolument inutile pour la grande majorité d'entre vous. Je vais parler de comment un processeur boot, c'est quelque chose qui sûrement est très loin de vos préoccupations quotidiennes, mais je vais quand même parler de ça. Donc je vais parler du boot process, je ne vais pas parler de systemd contre init 5, c'est pas de ça dont je vais parler, je vais vraiment parler de comment un processeur boot, mais pas n'importe quel processeur. Je vais parler de comment les processeurs Intel, qu'on appelle les processeurs x86, boot. Alors, je suis ingénieur chez Intel, je fais du software, je vais vous parler du hardware, et le fait que je vais vous parler d'un processeur x86, c'est pas parce que je suis chez Intel, c'est parce que les processeurs x86, ils ont une particularité qui leur est très spécifique. C'est la compatibilité arrière, backward compatibility. Je vais un peu parler comme Jean-Claude Van Damme aujourd'hui, en français avec beaucoup de termes anglais, mais je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc ils ont une particularité qui leur est très spécifique, qui est la compatibilité arrière. En fait, je dis qu'elle est très spécifique, c'est pas complètement vrai, il y a d'autres architectures qui ont cette particularité-là. La particularité des processeurs Intel, c'est que le logiciel DOS que vous tourniez en 1980, enfin en 1980, je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui n'étaient pas nés en 1980. Mais en 1980, il y avait de l'informatique, il y avait des processeurs. Il y a le 186 qui est sorti en 1982. Donc ça existait avant vous. Et donc le logiciel MS-DOS qu'on tournait en 1980 sur ce 186, ce logiciel-là, aujourd'hui, sur un Xeon que vous pouvez acheter, vous allez pouvoir le tourner. Et quand je parle de tourner ce logiciel, ce n'est pas un logiciel qu'on aurait recompilé pour le Xeon d'aujourd'hui. C'est le binaire de 1980 que vous allez pouvoir tourner sur votre Xeon. Vraiment, vous prenez exactement le même binaire, vous le mettez sur votre Xeon, enfin vous le mettez sur votre Xeon, c'est un petit peu, c'est un raccourci, mais ce même binaire va pouvoir tourner sur le Xeon. Alors c'est pas forcément utile aujourd'hui de tourner MS-DOS sur un Xeon. Par contre, ce qui est très utile, c'est d'avoir la garantie que vos binaires que vous faites tourner aujourd'hui, ce que vous faites tourner aujourd'hui, votre business, vos applications, quand vous passez à la nouvelle génération de processeurs, ou la deuxième génération, ou la troisième génération par rapport à aujourd'hui, tous ces binaires-là, ils vont pouvoir tourner. Vous n'avez pas besoin de recompiler, vous n'avez pas besoin de relancer votre infrastructure, tout va fonctionner de la même façon. Donc c'est une compatibilité arrière qui est très large. Donc je disais que c'était une particularité qui était très spécifique aux processeurs Intel. Il y a d'autres processeurs, comme les processeurs ARM par exemple, qui assurent une certaine compatibilité arrière, mais certainement pas à cette échelle-là. Cette compatibilité arrière, elle a des conséquences très importantes. La première conséquence, c'est que, à cause ou grâce à ça, ça dépend de quel point de vue vous vous placez, le jeu d'instructions x86, il est très large, il est très complexe et il est très difficile à manier. Quand on parle de l'ISA, l'instruction set de x86, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très difficile. Le software manuel Intel, c'est à peu près 8000 pages. Ça fait à peu près cette hauteur-là, si vous l'imprimez. Donc c'est très très complexe. Simplement parce que votre Xeon de 2020, il doit supporter toutes les instructions que votre 186 de 1980 supportait déjà, plus toutes celles qu'il va introduire lui, et ainsi de suite. Donc il supporte toutes les instructions des générations précédentes. Donc ça, c'est une première conséquence importante. Donc ça fait que le jeu d'instruction est très compliqué. La deuxième conséquence qui est très importante, et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que le Xeon de 2020 qui va pouvoir booter, pour pouvoir booter ce logiciel MS-DOS, en fait, il va falloir que, pendant qu'il démarre, il passe par un ensemble d'états qui lui permettent à un moment donné de pouvoir supporter ce logiciel-là. Donc en fait, le process de boot, la façon dont le CPU va booter, c'est une suite d'étapes, une suite de passage d'un mode de CPU à un autre, qui vont permettre de supporter cette compatibilité arrière. Donc on va démarrer le processeur dans un mode qui est en fait celui que le 186 avait en 1980. Et on va avancer dans les étapes, dans les modes CPU, ainsi de suite, jusqu'à arriver à ce qu'on peut supporter aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on voit, c'est ce que moi, personnellement, je trouve fascinant, et c'est pour ça que c'est un peu plus que... On va parler d'un peu plus que le processus de boot, c'est qu'en fait, un processeur x86, aujourd'hui, quand il boot, il remonte le temps. Il démarre comme un processeur de 1980,
Et il passe par différentes étapes pour arriver à quelque chose qui va permettre de démarrer une payload, une workload moderne d'aujourd'hui. Donc il va suivre toutes ces étapes-là. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de toutes ces étapes. On va décrire un petit peu de manière technique à quoi elles correspondent, ce qu'elles font. Et on va aussi mapper ça avec différentes avancées technologiques de l'histoire de l'informatique moderne. Ok, donc on va prendre ce Xeon de 2020 et on va le démarrer. Donc on le démarre. Il est pas alimenté, on le démarre. Et là, en fait, la première chose qu'un processeur va faire, c'est récupérer une instruction et l'exécuter. Il va récupérer la première instruction. Mais il y a une petite... je vais faire une petite parenthèse d'abord, c'est que l'image classique qu'on a des couches logicielles basses, c'est donc on a un langage au niveau qu'on va compiler à un moment donné ou qu'on va interpréter à un moment donné, qui va être transformé en assembleur. Et cet assembleur, il va ensuite être transformé en langage machine. Et comme son nom l'indique, on suppose que ce langage machine, en fait, c'est la machine qui va l'exécuter. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Il y a une couche supplémentaire qui s'appelle le microcode. Peut-être que vous avez entendu parler de microcode, peut-être que vos machines Linux, Mac et Windows font des updates de microcode de temps en temps. Et en fait, le microcode, c'est une couche logicielle supplémentaire qui fonctionne sur le processeur, qui est dans le processeur, et dont le but, c'est de transformer ces instructions dont j'ai parlé. Donc c'est littéralement milliers d'instructions que le jeu d'instructions x86 supporte, qui peuvent être très longues, qui peuvent être très complexes. Le microcode, il va prendre ces instructions-là et il va les découper en instructions, ce qu'on appelle des micro-instructions, des micro-opérations, qui sont quasiment des instructions atomiques. Donc il va les découper en instructions de taille fixe et c'est vraiment ça qu'il va exécuter. Donc ce n'est pas le langage machine qu'on pourrait voir dans un binaire. Ce langage machine, il est envoyé au microcode. Le microcode, pour chaque instruction, il va découper ce langage machine en micro-opérations et il va exécuter, scheduler, fetcher toutes ces micro-opérations. Et donc, quand on parle d'architecture x86, on parle de micro-architecture. Parce qu'en fait, le CPU, il ne tourne pas le langage machine, il tourne des micro-opérations. Alors pourquoi on a ce microcode? Pourquoi on a cette yet another abstraction layer? Pourquoi on a encore une couche d'abstraction alors qu'on en a déjà suffisamment, je pense? La première, comme je l'ai expliqué, c'est que les instructions x86, elles peuvent être très complexes. Celles de 1980, elles n'étaient pas complexes. Celles d'aujourd'hui, elles sont très complexes. Dans les futurs CPU Intel, les Ice Lake, les Sapphire Rapids, toutes les futures générations, vous avez des instructions qui permettent, une instruction permet de faire des calculs de réseau neuronal. Donc juste une instruction. Donc vous imaginez la complexité de ces instructions, vous imaginez ce que ces instructions peuvent faire, c'est-à-dire que faire en sorte que ces instructions soient gérables directement par du hardware, par une logique qui serait imprimée dans ces transistors-là, c'est extrêmement complexe. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on supporte ces instructions, et la couche de microcode, c'est une couche software, littéralement, qui va permettre de découper ces instructions complexes en instructions beaucoup plus simples. Donc ça permet en fait d'avoir cette couche d'abstraction et de gérer les choses beaucoup plus facilement, et de ne pas avoir une logique hardware extrêmement complexe. C'est déjà suffisamment complexe. Et juste pour information, il y a un petit compte Twitter qui est assez amusant, qui est x86 Instruction, donc qui invente des instructions. Le nom des instructions x86 modernes, c'est des choses assez amusantes, donc c'est des noms très complexes, parce qu'ils font des choses très complexes. Et donc si vous voulez suivre ce compte Twitter, il invente des instructions. La dernière qu'il a inventée, c'est PCTRCH, PC Trash, donc je mets mon PC à la poubelle. Donc il invente des instructions comme ça de temps en temps, donc c'est assez comique. La deuxième raison pour laquelle on a besoin de microcode, c'est une raison beaucoup plus pragmatique. Ce petit porte-clés là, c'est un porte-clés avec un processeur réel, c'est un P5. Encore une fois, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas nés quand le bug de division de flottant est arrivé. Donc il y a eu une époque où il y a eu un bug sur les processeurs Intel, où une fois sur à peu près 8-9 milliards de cycles, on avait des problèmes de division en flottant. Donc on attendait à avoir un certain résultat et on avait une petite décimale qui était fausse. Et en fait, à l'époque, donc le P5, il n'avait pas de microcode. Toutes les instructions étaient dans la logique hardware.
Et la seule façon pour Intel de régler ce problème, c'était de rappeler tous les processeurs. Donc tous les processeurs qui ont été vendus, tous les P5, donc vous imaginez l'échelle de ce genre de rappel. Donc tous les gens qui pensaient que ce bug pouvait les affecter, donc c'était pas un bug très important, mais pour Intel, ça a eu un coût très important et surtout ça a eu une influence très importante sur la façon dont les architectures ont été gérées après. Et notamment, une des conséquences de ce bug-là, c'est qu'à partir du P5, tous les processeurs avaient une couche de microcode au-dessus. Et ce qui aurait permis de régler ce bug-là, non pas en rappelant les processeurs, mais en faisant une mise à jour du microcode. Donc les derniers problèmes qu'on a eu avec les processeurs Intel, les x86, ça a été, pour la plupart d'entre eux, réglé en partie par une mise à jour des microcodes. S'il n'y avait pas eu ces microcodes, je n'ose même pas y penser. Et donc ce petit porte-clés, si vous le trouvez, c'est assez sympa. Il y a un vrai processeur dessus, c'est historique. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles on a cette couche de microcode. Donc on vient de démarrer notre Xeon, il va exécuter sa première instruction, mais il ne va pas vraiment exécuter sa première instruction, il va recevoir une première instruction qu'il va envoyer au microcode, le microcode va la découper en micro-opérations. Et j'insiste sur le fait que le microcode, ce n'est pas le BIOS, c'est pas ce qu'on entend, les gens parlent du BIOS, le BIOS c'est une autre couche software dont je vais parler un petit peu plus tard. Le microcode c'est vraiment quelque chose qui est dans le processeur, c'est un tout petit morceau de code, et dont le seul but c'est de prendre des instructions existantes et de les découper de manière assez mécanique en micro-opérations. Donc c'est pas le BIOS, c'est pas un firmware, c'est rien de tout ça. Donc je vais avoir deux grosses flèches comme ça. Donc sur le haut, je vais un peu décrire les modes dans lesquels le CPU va avancer. Et sur le bas, on a une petite frise chronologique qui correspond au temps et aux avancées technologiques de l'informatique auxquelles ces modes CPU correspondent. Donc là, on a du microcode. Le microcode, c'est un truc qui existe depuis 1950, d'avoir une couche layer, une couche software qui permet de découper ces opérations. Donc ce que fait votre processeur Xeon à chaque opération qu'il va faire, donc découper ces opérations en micro-opérations, c'est quelque chose qui existe depuis 1950. Donc là, déjà, on est revenu assez loin dans l'historique. Ok, donc il démarre, il va exécuter sa première instruction, mais en fait, on se pose la question, c'est quoi cette première instruction? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment il la trouve? En fait, cette première instruction, elle est hard-codée. Donc ça, c'est l'adresse, une adresse très spécifique qui est définie de manière, ce qu'on appelle de manière architecturale, donc c'est défini par l'architecture x86 depuis plus de 40 ans, enfin non, pas depuis plus de 40 ans, 16 bits, ça c'est une adresse 32 bits, donc, mais c'est défini de manière architecturale et c'est ce qu'on appelle le reset vector. Donc c'est une adresse en mémoire où le processeur, quand il boot, il va fetcher sa première instruction ici. S'il n'y a rien ici, votre processeur ne boot pas. Si ce n'est pas une instruction x86, il ne va pas booter. Donc ça, c'est sa première instruction. Il va la tourner, il va la découper avec le microcode. Et à ce moment-là, le processeur il est dans un mode particulier qu'on appelle le real mode. Et je vais juste expliquer brièvement, parce que je vais en parler beaucoup, je vais parler beaucoup de CPU mode. Donc le CPU mode, c'est un mode d'opération du processeur qui est défini aussi de manière architecturale, c'est-à-dire que dans le manuel x86, chaque mode existant et chaque mode supporté va être défini. Donc un mode, ça comprend le modèle de mémoire, donc comment la mémoire est gérée, ça comprend la taille des registres, ça comprend la taille des bus, ça définit absolument tout, comment le processeur va fonctionner. Donc c'est vraiment, pour un certain mode, vous avez une définition complète du fonctionnement d'un processeur. Donc là, le processeur il vient de booter, il a récupéré sa première instruction. Il est dans un mode qui est le mode real mode. Alors ça s'appelle real mode parce que c'est assez hardcore, c'est real mode parce que toutes les adresses qu'il reçoit, ce sont des adresses qui sont des adresses physiques. Donc ce sont ce qu'on appelle les adresses réelles, c'est-à-dire qu'il va prendre ces adresses, il n'y a pas d'adresse virtuelle, il n'y a pas de couche de translation des adresses, donc vous lui donnez une adresse, il va chercher directement dans la mémoire à cette adresse-là. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le real mode. Real mode, c'est quelque chose qui a été introduit en 1978, donc avec le tout premier processeur x86. C'était pas le premier processeur Intel. Intel avant x86 a fait d'autres processeurs, mais ça c'était le tout premier processeur x86. C'est le père de tous les processeurs x86, Intel, AMD et d'autres x86 qu'on connaît aujourd'hui.
Donc le 86 et le 186, c'était les deux premiers processeurs d'Intel qui fonctionnaient uniquement en real mode. Et en real mode, vous pouvez faire peu de choses. Je vais expliquer un petit peu ce qu'on peut faire. Et en real mode, en gros, on peut tourner un BIOS, faire du DOS. Donc le DOS, il est écrit pour le real mode. Donc quand vous lancez quelque chose en DOS, vous êtes en real mode, c'est-à-dire vous êtes de retour en 1978. Alors le real mode, c'est très restreint, donc c'est un mode 16 bits. Donc les registres sont en 16 bits. La mémoire est accessible en 16 bits, mais en fait c'est 20 bits plus exactement. Et ce qui fait que vous avez le luxe de pouvoir accéder à 1 méga de RAM. Donc votre processeur Xeon que vous avez acheté hier, quand il démarre et qu'il est en real mode, et il est toujours en real mode, vous ne pouvez pas éviter le fait qu'il passe en real mode, parce qu'on veut qu'il soit compatible arrière avec tous les binaires existants. Quand il est en real mode, il voit 1 méga de RAM. Il voit son premier méga de RAM, mais rien d'autre. Donc il voit 1 méga de RAM, il n'y a pas de protection mémoire. Donc si vous lui donnez une adresse mémoire, il la prend et il lit dans la mémoire, et il vous répond, il vous donne ce qu'il y a. Donc il n'y a aucune protection mémoire, il n'y a aucune protection hardware. Donc vous avez accès à tout. En real mode, vous avez accès à toute la machine, à 1 méga de RAM, et à tous les registres 16 bits. Donc c'est pas beaucoup de registres, mais vous avez accès à tous les ports I/O, à tout le bus ISA, vous avez accès à tout. Donc il y a pas vous avez 1 méga de RAM, il n'y a pas de protection mémoire, il n'y a pas de protection hardware. Donc on est quand même assez, c'est restreint quoi. On n'a pas beaucoup de place. Et donc en real mode, on boot la première instruction qui est à l'adresse bien spécifique que j'ai décrite là. Et en fait, en général, en grande généralité, tous vos PC, à cette adresse-là, il va y avoir le BIOS. Le BIOS, il est flashé, en général, dans la ROM. Et la memory map de votre processeur fait que quand le processeur essaie de fetcher quelque chose à cette adresse, il va tomber sur de la ROM et il va fetcher la première instruction du BIOS. Donc on est en real mode, votre Xeon que vous avez payé cher, il est en real mode, il a 1 méga de RAM et il va exécuter sa première instruction. On est toujours à la première instruction, qui est une instruction du BIOS. Le BIOS, on appelle encore ça le BIOS, je fais juste une petite parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui appellent encore ça le BIOS, mais le terme exact, c'est un firmware. C'est-à-dire que le BIOS, c'est une spécification, c'est un standard, enfin, c'est plus ou moins un standard, en fait, un vieux standard. Et c'est ce qui tournait en premier sur les processeurs jusqu'à la fin des années 90 à peu près. Et à partir de là, il y a des gens de Microsoft, d'Intel, qui ont défini quelque chose de nouveau qui s'appelle l'UEFI. Et on est plutôt là-dessus aujourd'hui. Et c'est plus du BIOS, c'est du firmware. Donc vous allez entendre BIOS, firmware, c'est un petit peu la même chose pour les PC d'aujourd'hui. Donc on est en real mode, le BIOS commence à tourner. Et la première chose qu'il va faire, c'est le BIOS. La première chose qu'il va faire, ou le firmware, c'est d'initialiser le hardware. Et en particulier, il va initialiser le contrôleur de mémoire. Le contrôleur de mémoire, c'est quelque chose, vous imaginez, qui doit être bien initialisé. Et en fait, dans le contrôleur de mémoire, il y a des algorithmes assez compliqués pour pouvoir faire du fetching de mémoire de manière très fiable. Donc il y a toute une série d'initialisations, en particulier du contrôleur de mémoire. Parce que la première chose que le BIOS va vouloir faire, c'est partir de real mode. Donc, on ne veut pas rester en real mode, on ne veut pas rester avec nos 1 méga de RAM sans protection. C'est pas terrible. Donc on va passer, une fois qu'on est en real mode, le BIOS, une des premières choses qu'il va faire, après avoir initialisé le contrôleur de mémoire, c'est de passer en protected mode, qui est un nouveau mode. Protected mode, c'est grand luxe. On est bien, on a de la place, on peut s'étendre, c'est le top. En fait, il y a 32 bits, donc quand vous êtes en protected mode, donc le processeur, il a écrit dans certains registres, il a fait passer le processeur en un nouveau mode, qui est le protected mode. Et à partir de ce moment-là, on a accès à des registres 32 bits. On a un bus 32 bits, ce qui veut dire, entre autres, qu'on a maintenant accès non plus à 1 méga de RAM, mais on a accès à 4 gigas de RAM. C'est grand luxe. On a accès à 4 gigas de RAM physique. On a quelque chose de très important qui est la mémoire virtuelle. Donc en fait, maintenant, quand vous donnez une adresse au processeur, il ne va pas prendre cette adresse et l'envoyer directement au contrôleur de mémoire pour aller chercher quelque chose à cette adresse. Il va considérer que cette adresse, c'est de la mémoire virtuelle. Et donc, il va passer par un ensemble d'étapes de traduction de cette mémoire virtuelle en mémoire physique qui peut effectivement donner
au contrôleur de mémoire pour accéder à la mémoire. Il va supporter du multitasking, donc on peut lancer un process, une tâche, on peut exécuter quelque chose, l'arrêter, sauvegarder, entre guillemets, sauvegarder certains registres, passer à une tâche suivante, et en fait, c'est des choses qui paraissent assez basiques, mais c'est ce qui permet d'implémenter le multitasking. Ce que tout le monde considère aujourd'hui comme acquis, mais ça a été introduit avec ça. Et il introduit un autre concept qui est les privilege levels, donc les niveaux de privilèges du CPU. Donc en protected mode, il y en a 5, d'ailleurs il y en a toujours 5. Les niveaux de privilèges, il y en a en particulier 2 dont je vais un petit peu parler plus tard, qui sont le niveau 0 et le niveau 3. Le niveau 0, c'est votre kernel, et le niveau 3, c'est vos applications. Donc ces niveaux de privilèges, c'est quelque chose de très important parce que ça a permis de séparer du binaire qui serait très privilégié d'un ensemble de binaires qui ne serait pas du tout privilégié, qui sont vos applications, et d'avoir un passage entre ces niveaux-là. Donc votre firmware, il est passé en protected mode, et les premiers processeurs qui ont introduit ce mode-là, c'est les 286, les 386, en 1982. Et vous voyez que le protected mode, c'est une période qui a... Enfin, on n'a pas eu de nouveau mode CPU pendant à peu près une vingtaine d'années, on verra un petit peu plus tard. Mais pendant à peu près une vingtaine d'années, tous les processeurs ont fonctionné en protected mode. C'était le dernier mode qu'ils atteignaient. Et c'est vraiment important de comprendre que le protected mode, donc l'introduction du 286, du 386, vous pouvez voir quel genre de soft ça a pu enabler. Donc Windows 2.0, ça a été le premier Windows, mais en protected mode, on a vu l'arrivée de 3.0, de 95, de 98, de Windows ME. Il y a encore des gens aujourd'hui qui tournent 98 qui sont encore en protected mode. Protected mode, c'est un mode CPU qui a été introduit par Intel avec ces 2 processeurs-là. C'est un mode CPU qui a permis de faire passer l'informatique de quelque chose de confidentiel à quelque chose dont tout le monde avait accès. Donc protected mode, ça a donné à l'informatique la popularité qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment un tournant de l'histoire de l'informatique. Quand ce mode-là a été introduit, les gens ont pu faire du vrai logiciel. Donc on a pu faire du multitasking, donc vous pouvez lancer plusieurs choses en même temps. On a pu faire des choses un peu plus sécurisées avec un kernel, avec des applications user space, faire en sorte qu'on ait plusieurs utilisateurs par machine. Tout ça, ça a été introduit avec le protected mode. Le protected mode, ça a été un tournant de l'histoire de l'informatique, vraiment. Si ça t'embête pas, je prendrai les questions après parce que personne n'entend ce que tu dis. Donc, mais voilà. Donc en protected mode, le protected mode, c'est aussi Linux a démarré sur un x86 en 32 bits aussi en protected mode. Donc c'est vraiment un tournant de l'informatique. Donc on est en protected mode. On est toujours en train de tourner le firmware sur le BIOS, sur notre Xeon, qui a maintenant switché en protected mode. Et une des dernières choses que le BIOS va essayer de faire, c'est essayer de trouver un payload EFI. Alors un payload EFI, c'est un petit peu compliqué. C'est défini justement, parce qu'aujourd'hui on ne tourne plus des BIOS, mais on tourne des firmware qui suivent la norme UEFI. Et donc ces firmware qui suivent la norme UEFI, ils vont essayer de trouver ce qu'on appelle un payload EFI, c'est-à-dire quelque chose sur un storage quelconque, qui correspond à une certaine définition, une certaine spécification binaire, qui est la norme EFI. Donc un payload EFI, voilà, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, un payload EFI, ça peut être votre bootloader. Les bootloaders actuels, c'est des payloads EFI. Donc ils sont compilés, empaquetés, de telle sorte qu'ils soient reconnaissables comme un payload EFI, et le firmware, le BIOS, donc, il va reconnaître ça, et il va charger ce bootloader. Donc là, le firmware a fini son travail. On est toujours en protected mode, toujours en 32 bits. Et le bootloader va prendre la main. Donc là, le bootloader prend la main. On est toujours en protected mode. Et le bootloader, sa tâche principale, c'est essayer de trouver ce qui est au-dessus de lui. C'est essayer de trouver un OS, un Windows, un Linux, quelque chose. Donc le bootloader, il va essayer de chercher notamment un kernel. La plupart du temps, c'est un kernel qui est compressé. Quand je parle là, je parle un petit peu plus de Linux que je connais plus que Windows. Donc le bootloader, il va chercher un kernel compressé
qui va se décompresser tout seul. En fait, c'est une partie intéressante du noyau Linux. Le noyau Linux contient un décompresseur dans le code lui-même. Donc quand le firmware boot sur le noyau Linux, il boot directement sur un décompresseur qui va se décompresser lui-même. Donc c'est assez intéressant. Il va aussi chercher les paramètres du noyau Linux. Donc quand vous bootez votre noyau Linux, vous le passez une longue liste de paramètres. Enfin, pas vous, mais votre distribution en général. Où est votre disque, quel réseau vous l'utilisez, enfin, un tas de choses qui sont ce qu'on appelle la command line parameters. Et ça, c'est quelque part spécifié à une adresse bien spécifique et qui est définie dans un standard qui est le x86 boot process de Linux. Donc une fois qu'il a trouvé son kernel compressé, une fois qu'il a trouvé ses paramètres de boot, le bootloader, il va passer la main au kernel. Donc le bootloader, maintenant, il a terminé son job. On est toujours en protected mode, on est toujours en 32 bits. Et le bootloader, il passe la main au kernel, et c'est le kernel qui boot, qui se décompresse, et qui va commencer à démarrer. Une des premières choses que le kernel va essayer de faire, c'est de passer, donc toujours sur ce Xeon de 2020, on va essayer de passer un nouveau mode CPU, un nouveau mode de processeur, qui est le long mode. Alors qu'est-ce que le long mode ? Le long mode, en fait, c'est le mode 64 bits. Donc c'est la suite du protected mode. On atteignait notamment une limite au niveau des tailles de mémoire, donc 4 Go de RAM. En protected mode, il y a eu des extensions qui permettent de faire du 36 bits et pas du 32 bits, donc d'adresser plus que 4 Go de RAM. C'était assez coûteux, c'était assez pénible. Donc naturellement, les gens ont essayé de passer à l'étape suivante qui était le 64 bits. Donc ça, c'est le long mode. Donc le kernel, une des premières choses qu'il va essayer de faire, c'est de passer en long mode. Enfin, qu'il va faire. C'est 64 bits, mais c'est presque 64 bits. En fait, aujourd'hui, les processeurs x86, 64 bits, donc tous vos processeurs, j'espère pour vous, tous ces processeurs-là, en fait, ils n'adressent pas exactement 64 bits. Avoir 64 bits pour adresser de la RAM, c'est beaucoup trop. Donc tous les processeurs aujourd'hui, ils sont plutôt sur du 48 bits, quelque chose comme ça. Donc ils ont un espace d'adressage qui correspond à 48 bits physiques, 48 pins physiques sur le processeur. Donc c'est 64 bits, mais c'est pas vraiment 64 bits, c'est 48 bits pour la mémoire. Et puis en fait, les gens utilisent les restes des bits pour faire des choses intéressantes, des choses de sécurité, des choses de protection. Et on n'a pas besoin de ces 64 bits aujourd'hui, c'est énorme 64 bits. Donc c'est presque 64 bits. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le long mode, il est compatible avec protected mode. C'est-à-dire que si vous avez un binaire qui est un binaire 32 bits, vous allez pouvoir le tourner de manière native. C'est pas une émulation, c'est pas une interprétation en runtime. Vous allez pouvoir le tourner de manière native en long mode. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant ? Parce qu'en fait, c'était une époque assez intéressante de l'architecture x86, parce que, comme vous pouvez le voir là, ce mode-là n'a pas été introduit par Intel. Ce mode-là, il a été introduit par AMD, avec l'Opteron, en 2003. Donc je disais que le protected mode, c'était une longue période de cette histoire-là. Effectivement, c'est même un peu plus de 20 ans. Donc pendant 20 ans, on était en protected mode. Et en 2003, AMD a lancé ses premiers Opterons avec ce nouveau mode-là, ce mode 64 bits, en disant c'est une extension du protected mode, c'est une extension du mode 32 bits qui permet de faire fonctionner toutes vos applications 32 bits, elles fonctionnent encore. Et c'était intéressant parce que Intel a pris une route complètement différente en disant on va créer une architecture totalement différente, pas compatible avec le protected mode. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ici l'Itanium. Quelqu'un a déjà vu un Itanium ? Ah, c'est bien. Hein. L'Itanium, c'était l'architecture qu'Intel avait décidé de prendre pour passer du 32 bits au 64 bits. Donc c'est une architecture qui était radicalement différente, avec plein de choses assez innovantes, tellement innovantes que ça ne marchait pas très très bien. Ça avait besoin de beaucoup de support de la toolchain. Ça marchait très bien pour certains benchmarks et pas bien du tout pour d'autres benchmarks. Donc en gros, voilà, Intel a décidé de prendre cette route-là, et pendant quelques années, on s'est tenu à ça, et en fait ça n'a pas marché. Donc on est revenu au long mode, au mode que AMD avait introduit. Et donc tous vos processeurs aujourd'hui 64 bits supportent ce long mode-là, et ne supportent pas le mode 64 bits que Intel avait introduit avec l'Itanium. L'Itanium, c'était la première et la seule implémentation de ce mode-là.
bien heureusement. Et donc voilà, donc votre kernel, la première chose qu'il va faire, il va passer en 64 bits. Et donc le premier OS, enfin Windows XP, c'était le premier OS qui supportait ce mode-là. Donc c'était un des premiers OS à fonctionner en x86, 64. Enfin Linux fonctionnait aussi là-dedans, mais voilà, on est passé de Windows 98 à Windows XP. Je ne sais pas si c'était quelque chose d'assez positif, mais en tout cas c'était un changement assez majeur. Donc votre kernel, il est en long mode, il est en 64 bits. Il va avancer dans son boot. Et à moins que vous ayez disablé ça complètement de votre kernel, c'est-à-dire que vous ayez dit à votre kernel que vous ne voulez pas du tout faire de virtualisation, il va essayer de passer ensuite à un mode qui est plus récent, qui est le mode de virtualisation. Donc c'est le mode qui a suivi le long mode, c'est compatible avec le long mode aussi, c'est compatible avec le protected mode. Il va passer en mode virtualisation, et le mode virtualisation, comme son nom l'indique, c'est un mode qui permet de supporter de manière efficace et de créer de manière efficace des machines virtuelles. Donc les premières machines virtuelles, c'était simplement pour avoir plusieurs... c'était plutôt des outils d'utilisation client, desktop, pour avoir du Windows sur du Linux, ou plutôt l'inverse, ce genre de choses-là. Le mode virtualisation, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi VT, Virtualization Technology. AMD l'appelle autrement, ça s'appelle AMD-V, comme virtualisation, ils ont cherché longtemps. Donc c'est un mode un peu duel, en fait. Quand vous passez en virtualisation mode, c'est-à-dire votre processeur supporte ce mode-là, il va passer son temps entre deux modes, un mode de ce qu'on appelle VMX root et VMX non-root. Quand vous faites tourner une machine virtuelle, en fait, vous la faites tourner en mode VMX non-root. C'est un mode du processeur, c'est un sous-mode du mode de virtualisation qui permet, de manière sûre, avec une sécurité garantie par le hardware, de faire fonctionner une machine virtuelle. Donc votre machine virtuelle, elle fonctionne en VMX non-root, et à chaque fois qu'elle va vouloir faire des choses qui ne sont pas autorisées, tourner des instructions qui ne sont pas autorisées, accéder de la mémoire auquel elle n'a pas le droit d'accéder, elle va faire basculer le processeur en mode VMX root. Le mode VMX root, c'est un mode très très privilégié. Votre hyperviseur fonctionne en VMX root. C'est lui qui va reprendre la main pour décider de quoi faire avec cette VM qui essaie de faire des choses interdites. Est-ce que l'hyperviseur va émuler ce que cette VM essaye de faire? Est-ce qu'il va essayer de tuer la machine virtuelle? C'est à l'hyperviseur de décider en VMX root. Une fois qu'il a décidé de ce qu'il allait faire, il peut décider de redémarrer, de continuer à faire fonctionner la machine virtuelle. Et cette machine virtuelle, elle va refaire basculer le processeur en VMX non-root avec un niveau de privilège qui est très réduit. Donc le mode de virtualisation, quand vous avez des machines virtuelles qui fonctionnent, c'est en fait un basculement constant entre ces deux modes-là. Et quand on est en VMX non-root, en fait, on a une copie quasiment intégrale de tout le processeur. Donc votre machine virtuelle va avoir une copie des registres, une copie de beaucoup de choses, en fait, des page tables, de ce genre de choses-là, qu'elle peut accéder. Et quand on est en VMX root, on a accès pas à la copie, mais au vrai processeur. Donc Intel, comme je vous ai expliqué, pendant 2 ans, Intel s'est accroché à l'Itanium en pensant que ça allait être le futur de l'informatique, pour finalement admettre que ça ne l'était pas. Et le Pentium 4, c'est le premier processeur Intel à supporter cette virtualisation aussi. Et avec... pardon, non, j'ai dit des bêtises. Non, le Pentium 4, c'est le premier processeur Intel à supporter le mode de virtualisation. Donc le mode de virtualisation a été, lui, introduit par Intel en premier. Et AMD, avec l'Athlon, a implémenté ce même mode-là un petit peu plus tard. Et en fait, je pense qu'on peut comparer le mode de virtualisation en termes d'avancée technologique au protected mode. Le mode de virtualisation, au départ, c'était une feature qui était un petit peu confidentielle. Les gens s'en servaient pour émuler quelques trucs, pour lancer des petites machines virtuelles sur leur machine. Mais le mode de virtualisation, si vous faites quelque chose dans le cloud, et j'ai cru comprendre que la plupart d'entre vous le faisaient, si vous faites quelque chose dans le cloud, vous êtes tout le temps dans ce mode-là. Donc le mode de virtualisation, c'est le mode qui a permis à des gens comme AWS, comme Google, comme Azure, de créer ce qu'est aujourd'hui le cloud. Il n'y aurait pas de cloud aujourd'hui
sans ce mode de virtualisation-là. Donc, pour moi, c'est un tournant aussi important de l'informatique, parce qu'on est passé de ce mode d'accès physique aux machines à un mode beaucoup plus virtualisé. Et le cloud aujourd'hui n'existerait pas sans ce mode-là. Ok, donc notre kernel, il est passé de long mode à virtualisation de mode. On peut lancer des VM, on peut faire plein de choses. La dernière chose que le kernel va faire, c'est de lancer la première application. Donc je vous ai parlé un petit peu plus tôt en Protected Mode des privilege levels, donc de ce qu'on appelle des rings. Je ne sais pas si les gens savent ce qu'est le ring 0, ring 3, j'imagine que certains d'entre vous savent. Il y a en fait 5 niveaux de privilèges, mais la plupart des OS en utilisent que 2, le niveau 0 et le niveau 3. Et donc le niveau 0, qu'on appelle le ring 0, c'est typiquement là où vous allez tourner votre kernel. Donc le kernel, chaque fois qu'il exécute, chaque fois que le CPU tourne du code kernel, il va être en ring 0. Qu'est-ce que le ring 0 ? En fait, le ring 0, c'est le niveau de privilège le plus élevé. Donc c'est là où vous pouvez tout faire, presque tout faire. Il y a quelques niveaux qui sont un petit peu plus privilégiés, mais le kernel, il n'y a pas accès. Mais en ring 0, c'est là où vous pouvez presque tout faire. C'est un niveau très privilégié. Et en fait, le passage de kernel à user space, donc le lancement de votre première application, le lancement de systemd par exemple, c'est en fait le premier switch de ce niveau de privilège très élevé à un niveau de privilège un peu moins élevé, qui est le ring 3, enfin beaucoup moins élevé. Et en fait, toutes vos applications vont fonctionner en ring 3 avec des niveaux de privilège restreints. Et on va passer constamment de ring 0 à ring 3. Chaque fois que votre application fait un appel système, chaque fois qu'il y a une exception, chaque fois qu'il y a une interruption, chaque fois qu'il y a un device envoie une interruption, votre application elle est interrompue, on passe de ring 3 à ring 0, c'est le kernel qui reprend la main, et c'est le kernel qui gère ces interruptions-là, ces exceptions, ces trappes, ces appels système. Donc un appel système, c'est le passage de ring 3 à ring 0. Très concrètement, c'est ça. Un appel système, ça n'existerait pas si Protected Mode n'avait pas été ajouté. Un appel système, c'est ce qui permet vraiment de gérer cette séparation de privilèges entre l'applicatif et le kernel. Donc le kernel, il passe de ring 0 à ring 3. On lance notre première application. On lance notre systemd. On est en user space. On a fini notre boot. Donc votre Xeon de 2020, il a avancé pendant son boot. Et là, on a fait tout ça, enfin, ça dépend de quel OS on parle, mais on peut booter en user space avec certains OS en une centaine de millisecondes. En particulier, on peut arriver au bootloader en quelques millisecondes. Donc en quelques millisecondes, on a fait une quarantaine d'années de l'histoire de l'informatique, en passant de real mode, un truc très restreint, à long mode, 64 bits, protected mode, et ainsi de suite. Donc votre Xeon, pendant sa phase de boot, il a avancé dans l'histoire de l'informatique en passant dans tous ces modes-là, pour pouvoir supporter, pour pouvoir promettre à tous les gens qui utilisent cette architecture que leur binaire de n'importe quelle année fonctionnera d'une manière ou d'une autre sur ce nouveau processeur. Et on y est arrivé. On est en user space. Vous pouvez lancer vos applications, vous pouvez lancer votre hyperviseur, vous pouvez lancer ce que vous voulez. Et j'en ai terminé. Donc merci beaucoup. Je crois qu'on a encore... Merci. On a quelques minutes, je crois, pour des questions. Est-ce que les architectures type RISC ou ARM, quelque chose comme ça, changent quelque chose dans l'histoire du boot ? Les architectures, donc les architectures RISC, ARM, ces modes-là, ça n'existe pas pour eux. C'est des modes qui sont complètement différents. Par contre, au niveau logiciel, c'est-à-dire booter un firmware, un bootloader, un kernel et user space, c'est quelque chose qu'ils vont faire aussi. Mais au niveau mode CPU, chaque architecture définit les modes qu'il veut, la façon dont il veut. ARM a des modes CPU qui sont différents, même si on peut trouver des similarités avec ces modes-là, mais quand vous bootez un processeur ARM de dernière génération, il ne va pas booter en 16 bits, il va pas faire ça, il ne va pas démarrer en 16 bits en real mode avec un mode de compatibilité très vieux. Donc il va démarrer sur des choses beaucoup plus récentes. Alors qu'un x86, il va forcément booter en real mode, tout le temps. Il y avait un monsieur qui avait un commentaire, une question un petit peu plus tôt, si vous voulez maintenant l'entendre. Il y a un commentaire et aussi une question.
Le commentaire, c'est quand tu as dit qu'avec le mode protégé, ça a permis de faire pas mal de choses, notamment le multitâche, Ouais. que c'est grâce à ça que pour une fois, enfin, on avait du multitâche. Mon commentaire, c'était, et ma question, c'était, oui, enfin, pour le grand public, parce que le multitâche existait déjà dans les années 60. Je suis tout à fait d'accord, mais plus pour, effectivement, pour les professionnels, les entreprises, et là, ça a été quelque chose pour les applications grand public. C'était quelque chose pour les applications grand public, parce que le truc sur lequel je veux insister, c'est que c'était une époque où, et ça rejoint un peu ce qu'on appelle la loi de Moore, en fait, où les gens peuvent développer du software en supposant qu'il va y avoir des progrès technologiques qui vont pouvoir supporter ce software. Et les gens, à l'époque, Microsoft développait en avance de phase. 2.0, ça a été développé avant que Protected Mode existe, en sachant et en espérant que Intel arrive à délivrer quelque chose où on puisse faire du multitasking sur un processeur x86 dont le prix était beaucoup plus accessible que les processeurs dont tu parles. Donc c'est vraiment une période intéressante de l'histoire d'informatique où, et c'est un petit peu ce qu'on appelait à l'époque le Wintel, c'est-à-dire une vraie collaboration entre les fabricants de hardware et les fabricants de soft, où les fabricants de soft développaient en avance de phase par rapport à ce que les fabricants de hard allaient proposer. Et Protected Mode, c'est vraiment la première instance de ça. C'est-à-dire qu'on est passé à un truc très moderne, parce qu'au moment où ça a été lancé, tout était prêt. Et tout était prêt pour que ça soit accessible de manière très, très large. Voilà. Mais oui, tu as raison, multitasking, c'est pas Protected Mode qui l'a inventé, mais c'est Protected Mode qui l'a introduit dans l'informatique qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les processeurs dont tu parles, enfin, les gens ne tournent plus ces processeurs-là. Ils sont, voilà. Ouais, mais il avait une question aussi, donc vas-y, je t'en prie. Oui, l'autre question, c'était par rapport au VMX route et non-route. Ce passage, parce qu'apparemment, les passages sont assez fréquents. Dès que la VM veut accéder au réseau, par exemple, on passe de VMX route à VMX non-route, à no-route. Et ce passage, il est coûteux, parce qu'est-ce que ça joue sur les registres Alors, le passage de VMX non-route à VMX route, c'est-à-dire le passage quand votre VM essaye de faire des choses qu'elle n'a pas le droit de faire, que vous avez défini comme interdit, ça s'appelle une VM exit, donc comme son nom l'indique, on sort du mode VM, et ça peut être, ça dépend des architectures, ça dépend des générations, donc ça se compte en nombre de cycles, CPU, combien ça coûte un VM exit. Et en fait, le coût d'un VM exit, c'est une métrique absolument fondamentale de la performance d'un cloud. Donc des gens comme AWS, savoir qu'un VM exit coûte 800 cycles de CPU ou 600 cycles de CPU, ça fait une énorme différence. Donc c'est une métrique très importante, c'est coûteux. Et une des directions de travail très importantes de fabricants de hardware comme Intel, c'est de réduire le coût de ces VM exit. Et une des directions de travail très importantes de gens comme Google ou AWS, c'est de faire en sorte que leur workload génère le moins possible de VM exit. Donc c'est deux choses qui sont faites en parallèle. Et on peut optimiser nos workloads, on peut optimiser les distributions. On peut par exemple dire à une VM d'utiliser, on peut assigner une interface réseau directement à une machine virtuelle de manière sûre, avec une translation hardware par un IOMMU, enfin c'est un petit peu compliqué, mais pour faire en sorte que quand elle accède le réseau, ça ne génère pas de VM exit. Donc c'est pas une réponse très précise, mais il n'y en a pas, mais c'est coûteux et il faut essayer de les minimiser. D'accord. Ouais, une petite question ici. Là. Le schéma tout à l'heure, là, il s'est arrêté à 2005-2006. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé depuis 15 ans? Ou c'est quoi les étapes qui sont en cours en fait? Il s'est passé beaucoup de choses depuis 15 ans, mais il n'y a pas eu de nouveaux modes absolument... Il n'y a pas eu de nouveau mode CPU. Il va y en avoir d'autres, mais il n'y en a pas eu encore. Non. Le passage de Protected Mode à Long Mode, par exemple, de 32 bits à 64 bits, ça a été un passage très important. Mais au niveau architectural, c'était plus une évolution qu'une énorme transformation. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de nouveau mode CPU qu'il n'y a pas eu de gros changements. Si vous regardez la façon
dont la virtualisation est gérée aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans l'architecture informatique aujourd'hui, dans l'architecture des processeurs sur la virtualisation, puisque en fait, il y a l'immense majorité des workloads, en tout cas dans le data center, ça tourne là-dessus. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus, mais ça ne nécessite pas forcément d'avoir un nouveau mode CPU. Donc il y a effectivement eu pas de nouveau mode, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'avancée importante. Oui, bonjour, moi j'ai une question sur le Ring 0. Tu disais tout à l'heure, je suis là. Pardon. Tu disais tout à l'heure que Ring 0, c'était pas le mode le plus privilégié, il y avait d'autres modes. Ouais. Donc je voudrais savoir quel genre de choses on peut faire dans d'autres rings plus privilégiés. Est-ce que tu peux donner un exemple de processing qu'on pourrait faire dans ces modes-là? C'est des modes SMM par exemple, c'est des modes qui permettent de faire... c'est des modes qui peuvent être disablés, qui peuvent être enlevés. C'est des modes qui permettent de contrôler des machines à distance. De faire, donc quand vous upgradez vos machines à distance sur votre infrastructure, c'est géré par un mode SMM, c'est un bon exemple. C'est faux ce que je vais dire, mais on appelle généralement ça un ring -1. Et d'une certaine façon, VMX Route, on considère aussi un peu ça comme un ring -1 parce qu'on est super privilégié en VMX Route. Mais c'est des modes qui permettent de faire ce genre de choses-là, c'est-à-dire de pouvoir contrôler des machines sans que le kernel s'en rende compte. Parce qu'on n'a pas accès physique à la machine, et où la machine est en hibernation, par exemple, et vous voulez la mettre à jour. Donc il y a quelque chose qui fonctionne, qui peut être réveillé, et qui prend la main en ring -1. Donc, mais c'est des use cases qui sont très spécifiques, très entreprises, entre guillemets. Bonjour. Ici. Oui. Merci pour la présentation, c'était très clair, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. J'ai une question sur le microcode. Ouais. Dans l'intégralité de l'instruction set qui est supporté par les processeurs, est-ce que l'ensemble des codes machines passent systématiquement par le microcode ou est-ce qu'il y en a une partie qui va directement sur le processeur? Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Pour deux raisons. D'abord, j'y suis pas autorisé. Et deuxièmement, ça dépend complètement du microcode. C'est-à-dire qu'il y a certaines instructions, je suis prêt à parier qu'un add, c'est pas micro-opérationné. Un VNNI qui permet de faire du réseau neuronal, c'est certainement transformé en micro-opération. Donc ça dépend entièrement du microcode. Un microcode, c'est... Pour vraiment vulgariser ça, c'est une table d'index. Hein. Vous prenez un lobcode, je ne sais pas si vous êtes... pour les gens qui ont fait de l'assembleur, lobcode, c'est le code... c'est pas les arguments, mais c'est le code d'instruction. Vous prenez lobcode et ça vous donne une entrée dans le microcode. Et cette entrée dans le microcode vous donne la transformation de lobcode en plusieurs micro-opérations. Donc, et la dernière opération dans cette entrée, c'est fin du découpage. Et il y a certaines opérations qui peuvent arriver directement sur fin du découpage, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas découpées. Mais ça dépend entièrement du microcode et de ce qu'on veut faire avec notre jeu d'instruction. Donc, d'une génération de processeur à une autre, ça peut changer. D'un microcode à un autre, pour un même processeur, ça peut changer. Donc un microcode, c'est quelque chose qui est mis à jour. Hein. Pour un processeur, pour votre processeur, il a souvent non, mais il a des mises à jour de microcode. Donc il n'y a pas de réponse. Donc quand il y a des failles qui sont découvertes au niveau hard ou au niveau d'un processeur, si c'est microcodé, on peut éventuellement envisager de le fixer au travers d'une mise à jour du microcode, et sinon, on est screw. C'est pas qu'on peut éventuellement, c'est qu'on va le fixer avec un microcode. Si on peut pas le fixer avec un microcode, c'est c'est plus qu'un gros problème, quoi. Merci. De rien. Oui, je sais pas si on m'entend. Ouais. Du coup, moi, j'ai une question. Je suis un peu néophyte sur le sujet, et en fait, le fait d'avoir fait un processeur qui permet d'aller chercher à des couches de privilèges extrêmement élevées pour que des processeurs, enfin les BIOS un peu ancestraux marchent. Ouais. Est-ce que ça va pas lever du coup justement des problèmes de sécurité pour des logiciels malveillants ou justement des acteurs qui pourraient se dire sur les 1 méga de RAM auxquels j'ai pratiquement accès à tout côté hardware, est-ce que je peux pas
arriver à inclure mon petit code malveillant qui sera en fait du coup caché au plus bas possible et auquel cas j'ai accès à tout en permanence. Donc, donc vous parlez du real mode, c'est-à-dire le premier mode dans lequel le CPU va booter. Si vous arrivez avant de mettre la machine en marche, de pouvoir mettre du code dans ces 1 méga de RAM, et vous n'avez aucune garantie que le processeur va effectivement accéder à cette RAM. Hein. Donc le BIOS il peut très bien fonctionner in place, c'est-à-dire sans accéder à sa RAM. Mais si vous arrivez à mettre quelque chose dans la RAM, avant que le processeur soit en marche ou juste quand vous le démarrez, ça veut dire concrètement que vous avez accès physique à la machine. Et que vous avez des sondes et vous pouvez modifier physiquement la RAM. Si vous pouvez faire ça, en fait, les problèmes de sécurité, ils sont beaucoup plus importants que simplement ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un coup de marteau sur la machine et la machine, elle ne marche plus. Donc, les problèmes de sécurité, ils viennent pas là en général. Ils viennent, oui, effectivement, le reset vector. Ce que vous mettez dans le reset vector, par contre, c'est ce que vous êtes sûr que le processeur va tourner ça comme première instruction. Donc, si sur vos lignes de production, vous avez flashé quelque chose que vous pensiez être bienveillant à cette adresse-là, mais vous avez un employé qui a modifié légèrement ce code-là au niveau du reset vector, il va faire ce que vous voulez, mais c'est pas des problèmes que nous on peut résoudre en fait. Oui, je parlais pas à l'échelle de l'employé d'une entreprise. Mais non, en real mode, c'est pas là que les problèmes de sécurité vont arriver. On va prendre une dernière question par là et après je suis sûr que Samuel reste dans le coin et que vous pourrez discuter avec lui. Merci. Du coup, quelle différence on fait entre le microcode et le pipeline en fait, complètement décorrélé? Non, c'est pas le microcode, c'est ce qui va le pipeline d'un CPU, il prend pas des instructions, il prend des micro-opérations. Donc le pipeline d'un CPU, il va être alimenté par ce que le microcode a découpé. Donc le langage machine que vous recevez, le microcode va découper ça en micro-opérations ou pas pour certaines opérations, mais en tout cas, même s'il ne le découpe pas, le pipeline, il ne gère que des micro-opérations. Je ne sais pas si ça donc répond. Le microcode est en amont du pipeline? Absolument. Le microcode, toutes les instructions que le CPU reçoit vont d'abord passer par le microcode. Donc sur ma frise, là, c'est un petit peu... Il y a beaucoup d'incorrections, hein, c'est difficile de faire quelque chose de correct là-dessus, mais le microcode, il fonctionne tout le temps. Hein. C'est lui qui va prendre toutes les instructions et les découper forcément. Et le pipeline, c'est quelque chose qui prend des micro-opérations, donc des instructions découpées par le microcode. Et uniquement ça. Il ne prend pas des instructions telles quelles. Un pipeline, il prend des instructions. Pour les gens qui sont familiers avec les concepts de RISC, de CISC, les micro-opérations, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup d'une architecture RISC. Ce n'est pas une architecture RISC, mais ça rapproche beaucoup parce que c'est des opérations qui sont de taille fixe, petites et plutôt bien définies. Et ça permet de faire des choses du out of order, c'est-à-dire d'exécuter des instructions dans un ordre différent dans lequel elles sont arrivées. C'est parce qu'on a des micro-opérations qu'on peut faire ça, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais...